L'hiver 1917, le secteur du chemin des dames. L'armée française s'apprête à faire ce qu'aucune autre force militaire n'a encore osé accomplir à grande échelle. Dans la boue glacée des tranchées, elle commence à distribuer massivement le tout premier fusil semi-automatique réglementaire de l'histoire. Plus de 85 000 exemplaires du fusil RSC, modèle 1917, sortent d'un réseau industriel d'urgence, éclaté entre les grands arsenaux d'État et des ateliers privés parisiens. Les manufactures nationales d'armes de Saint-Étienne, de Châtellerault et de Tulle usinent les composants essentiels. Des milliers de soldats spécialisés reçoivent cette machine révolutionnaire. La France vient soudainement de prendre une avance décisive sur l'industrie mondiale. L'arme tire coup sur coup sans exiger le réarmement manuel du verrou de la part du tireur. Une prouesse technologique absolue censée briser l'impasse mortelle du front occidental. Pourtant, le paradoxe est total. 20 ans plus tard, en 1940, cette même armée française affrontera le désastre de la Seconde Guerre mondiale, majoritairement équipée de fusils à répétition manuelle. Le système pensé par Ribeyrolles, Sutter et Chauchat s'est effacé. Leurs fusils ont été mutilés, amputés de leur système d'emprunt de gaz, reconvertis en armes lentes pour les troupes coloniales au Maroc, ou simplement oubliés dans l'obscurité des archives. Pourquoi la nation pionnière de la production de masse du semi-automatique a-t-elle finalement renoncé? L'histoire du RSC 1917 que nous allons retracer n'est pas un manuel technique, ni un guide d'utilisation ou de réparation, mais un document strictement historique. C'est la chronique d'une collision brutale entre une ambition industrielle visionnaire et le cauchemar logistique des tranchées. L'arme était prête pour l'avenir, mais le système qui l'avait produite n'avait pas mesuré le prix de cette modernité. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armement français et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire du semi-automatique ne commence pas par la nostalgie, mais par une urgence institutionnelle précise. À Paris, en 1914. L'histoire du RSC modèle 1917 ne commence pas dans la boue de la Première Guerre mondiale, mais dans les couloirs feutrés des commissions d'armement françaises, bien avant que le premier coup de feu n'éclate. Au début du XXe siècle, l'État français savait déjà que l'ère de la répétition manuelle, un système historique où l'utilisateur doit actionner le mécanisme entre chaque tir pour recharger son arme, touchait à sa fin. Le fusil Lebel, adopté en 1886, avait été une révolution mondiale grâce à son utilisation de la poudre sans fumée, une poudre moderne qui décuplait la portée et transformait la tactique militaire. Mais 30 ans plus tard, face à la montée en puissance des armées européennes, les stratèges du ministère de la Guerre cherchaient fébrilement son successeur. La France n'était pas en retard sur la théorie de l'automatisme. Dès 1910, un programme secret avait abouti à la création du fusil Meunier A6, une merveille d'ingénierie qui fonctionnait par long recul du canon. Ce fusil tirait une cartouche de 7,59 mm, une munition moderne, sans bourrelet, parfaite pour une alimentation fluide. Les essais menés au polygone de Vincennes en 1913 prouvaient sa supériorité technique absolue. Mais lorsque l'ordre de mobilisation générale retentit en août 1914, une force implacable vient balayer des années de recherche, la pression de la guerre. Produire une toute nouvelle cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, alors que les usines peinent déjà à fournir l'armée en munitions standards, est considéré par le grand quartier général comme un suicide logistique. Le programme Meunier est brutalement mis en pause. L'armée française part au combat avec le vénérable Lebel, son magasin tubulaire lent à recharger et surtout sa cartouche historique de 8 mm. L'année 1915 fige le front. Les tranchées se creusent de la mer du Nord à la frontière suisse. La doctrine de l'offensive à outrance se brise sur les nids de mitrailleuses allemandes. Le besoin d'une puissance de feu supérieure pour le fantassin individuel devient une urgence vitale. Le sous-secrétariat d'État à l'artillerie et aux munitions lance alors un appel d'offres qui ressemble à un paradoxe technologique. Il faut concevoir d'urgence un fusil semi-automatique, une catégorie historique d'armes où le mécanisme se recharge de lui-même après un tir, permettant une cadence rapide. Mais ce nouveau fusil doit impérativement utiliser la vieille munition de 8 mm Lebel pour ne pas perturber la chaîne d'approvisionnement de millions de soldats.
3 hommes acceptent ce défi au sein de l'atelier de construction de Puteaux, APX, en banlieue parisienne. Paul Ribérol, directeur de l'usine de cycle Gladiateur, l'ingénieur Charles Sutter et le colonel Louis Chauchat. Ce trio, qui forme l'acronyme RSC, n'est pas inconnu des services de l'État. Chauchat et Sutter ont déjà posé les bases du fusil mitrailleur CSRG. Désormais, ils doivent résoudre une équation balistique et mécanique cauchemardesque. La cartouche de 8 mm Lebel, avec son étui fortement conique et son large culot à bourrelet, est l'une des pires munitions possibles pour concevoir un chargeur amovible, un dispositif qui contient les cartouches et les présente au mécanisme. Les étuis ont naturellement tendance à s'emboîter ou à bloquer la culasse, la pièce fondamentale qui ferme l'arrière de la chambre au moment de la percussion. Mais le défi le plus lourd n'est pas technique, il est économique et industriel. En 1915, la France manque de tout, d'acier spécial, de machines-outils, d'ouvriers qualifiés partis au front et de temps. C'est ici que la réalité des arsenaux d'État et des coûts de production impose sa loi. Le ministère de la Guerre refuse de financer la création d'une nouvelle usine géante dédiée à la fabrication de cette arme de bout en bout. Le cahier des charges exige de manière stricte que le futur fusil semi-automatique réutilise un maximum de composants déjà usinés pour le fusil Lebel modèle 1886 modifié 93. Pour Ribérol, Sutter et Chauchat, cela signifie dessiner une arme ultra-moderne autour de pièces d'un autre siècle. Le prototype RSC intègre donc le canon standard du Lebel, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, simplement raccourci et percé pour l'emprunt de gaz, ainsi que sa crosse en bois. La partie tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, ses grenadières, son embouchoir et son pontet. Le seul élément majeur véritablement nouveau est le boîtier de culasse, la structure centrale abritant le mécanisme moteur. Cette décision, dictée par l'urgence budgétaire, est le premier compromis fatal d'une longue série. L'État français choisit d'économiser le temps et l'outillage au prix d'une ergonomie alourdie et d'une conception hybride. Fin 1915, le premier prototype fonctionnel est prêt. Les essais intensifs sont confiés à la commission d'expérience de Versailles au début de l'année 1916. Les officiers de la commission sont impressionnés. Malgré l'utilisation de la munition obsolète et l'intégration de pièces hétéroclites, le système mécanique du RSC fonctionne. Il permet à un fantassin de tirer 5 cartouches successives avec une précision redoutable et une cadence que le Lebel ne peut tout simplement pas égaler. Dans les rapports transmis au ministère, l'arme est décrite comme la solution tactique espérée pour équiper des tireurs d'élite au sein de chaque section, des soldats capables de supprimer les servants de mitrailleuses ennemies lors des assauts. Convaincu par cette promesse d'une puissance de feu démultipliée, le ministère de la Guerre ne tergiverse plus. L'institution, pourtant réputée pour sa lenteur administrative avant 1914, agit avec une précipitation dictée par le sang versé à Verdun. En mai 1916, l'arme est officiellement adoptée sous l'appellation réglementaire de fusil automatique modèle 1917. L'État commande immédiatement un premier lot massif. Plus de 86 000 exemplaires sont exigés pour équiper l'infanterie dans les plus brefs délais. Dans les bureaux du ministère à Paris, on célèbre une victoire inespérée de l'ingéniosité française. La nation vient de concevoir le premier fusil semi-automatique réglementaire de masse, sans avoir eu à repenser totalement ses usines ni ses munitions. La théorie semblait parfaite, les plans étaient validés et les premiers contrats signés. Mais le ministère venait de lancer un programme d'armement d'une complexité inédite et la France allait devoir accomplir un véritable miracle logistique. Construire une chaîne de production éclatée à travers tout le pays pour transformer ses plans d'ingénieurs en acier prêts pour le combat. Le ministère de la Guerre venait de signer la commande de 86 000 fusils semi-automatiques, mais la France faisait face à un vide vertigineux. Aucune usine sur le territoire national n'était conçue pour produire cette arme de A à Z. La percée du RS 1917 ne fut donc pas seulement une victoire de l'ingénierie mécanique, elle fut d'abord un tour de force de l'organisation industrielle et de la survie étatique. Pour transformer les plans de Ribérol, Sutter et Chauchat en acier, l'État français dut inventer un modèle de production éclaté, un réseau complexe reliant les manufactures nationales historiques aux ateliers privés de la région parisienne.
Le cœur de cette révolution technique reposait sur un principe mécanique que les arsenaux devaient désormais apprendre à usiner en série, le système à emprunt de gaz. Concrètement, l'emprunt de gaz, un dispositif historique ou un minuscule orifice percé dans le canon, dévie une fraction des gaz de la poudre pour repousser un piston, permettait au mécanisme de s'actionner tout seul après chaque tir, ce qui semble aujourd'hui être un standard absolu représenté, en 1916, un cauchemar de métrologie et de contrôle qualité. Il ne suffisait plus de forger des pièces robustes, comme pour le fusil à répétition manuelle de la génération précédente. Pour que le cycle semi-automatique fonctionne sans exploser ni se bloquer, les tolérances d'usinage devaient être d'une précision inédite. Ce défi de la précision heurtait frontalement la réalité de la production éclatée. Pour gagner du temps et économiser les deniers publics, les composants du RSC 1917 naissaient à des centaines de kilomètres de distance les uns des autres. La manufacture d'armes de Châtellerault, MAC, l'immense complexe industriel de la Vienne, ainsi que la manufacture d'armes de Tulle, EMAT, fournissaient les canons, les crosses en noyer et divers accessoires métalliques, en prélevant massivement sur les chaînes de production du vénérable fusil Lebel. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, contribuait également à l'effort en livrant des éléments usinés. Mais le véritable défi, le cerveau mécanique de l'arme, était le boîtier de culasse, la lourde structure centrale qui devait abriter le mécanisme moteur et relier toutes ces pièces rapportées. La fabrication de ce boîtier, complexe et entièrement nouveau, fut confiée à l'industrie civile parisienne, notamment aux ateliers de la société Delaunay-Belleville et aux usines de Dion-Bouton, des fleurons de l'automobile et de la mécanique de précision convertis à l'économie de guerre. Le paradoxe de l'industrie d'armement française prenait ici tout son sens. Pour produire le fusil réglementaire le plus avancé au monde, l'État s'en remettait à des sous-traitants civils qui n'avaient jamais fabriqué d'armes militaires. Les pièces détachées convergeaient ensuite vers la manufacture d'armes de Saint-Étienne ou les manufactures de Châtellerault et Tulle pour l'assemblage final, le contrôle rigoureux et le poinçonnage. Dans les ateliers d'inspection, les contrôleurs de l'État devaient s'assurer que la culasse rotative du RSC, la pièce vitale qui verrouille la chambre avant la percussion pour contenir la pression colossale de la cartouche, s'ajustait parfaitement au boîtier parisien et au canon de Châtellerault. Le système d'alimentation, un magasin, l'espace interne situé sous la culasse où les cartouches étaient stockées avant d'être chambrées, était protégé par un couvercle pivotant, une concession à la nécessité de protéger les rouages complexes des éléments extérieurs. La production s'accéléra de manière fulgurante entre la fin de l'année 1916 et le début de l'année 1917. Chaque mois, des milliers de fusils RSC sortaient des lignes d'assemblage, prouvant que le pari de Ribeyrolles et du ministère de la Guerre avait fonctionné. Mais au-delà de la prouesse usinière, l'arrivée de ce fusil bouleversait la doctrine militaire française. Le grand quartier général ne comptait pas distribuer cette machine coûteuse et complexe à chaque fantassin. Le RSC 1917 fut pensé pour redéfinir la puissance de feu de l'escouade. La doctrine d'adoption prévoyait que l'arme soit confiée à des tireurs d'élite, souvent des chefs de demi-section, spécifiquement formés pour exploiter la cadence de tir. Dans les manuels d'instruction et les notes ministérielles de l'époque, ce soldat devenait une plateforme de tir mobile, capable d'engager rapidement plusieurs cibles mouvantes, d'éteindre les meurtrières ennemies et de couvrir la progression de ses camarades équipés de fusils à verrou classique. Le fusil semi-automatique n'était plus un prototype de polygone de tir. Il était devenu une réalité logistique, un objet pesant plus de 5 kg chargé, fait de bois de Châtellerault, d'acier parisien et de la volonté inébranlable de l'État. En avril 1917, alors que l'hiver s'effaçait lentement, les caisses d'armement, fraîchement marquées du sceau des manufactures nationales, prirent la direction du front, portées par l'espoir qu'une suprématie technologique absolue pourrait enfin percer les lignes allemandes. Mais la production n'était que la moitié de la guerre. L'arme avait trouvé sa forme industrielle et son approbation doctrinale. Il restait à savoir si sa mécanique d'horlogerie pourrait survivre à l'environnement le plus hostile jamais créé par l'homme. Avril 1917. L'offensive du chemin des dames s'apprête à redéfinir l'échelle de la violence sur le front occidental. Mais dans les semaines qui précèdent cet assaut massif voulu par le général Nivelle, un événement logistique absolument sans précédent
se déroule discrètement à l'arrière des lignes françaises, dans les dépôts d'artillerie de la zone de l'Aisne. Par trains entiers, des caisses en bois lourdement cloutées arrivent en provenance du centre et du sud du pays. À l'intérieur, soigneusement protégés par la graisse d'usine, se trouvent des milliers de fusils RSC modèle 1917. Pour comprendre l'ampleur de ce moment historique, il faut regarder au-delà des tranchées, vers les usines qui tournent à plein régime. À son apogée, le programme du RSC 1917 mobilise une force industrielle colossale. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, la manufacture d'armes de Châtellerault, MAC, la manufacture d'armes de Tulle, MAT, et les ateliers privés de la région parisienne réussissent l'impossible. Produire en série et en temps de guerre une mécanique de haute précision. En quelques mois, la production atteint des sommets vertigineux. Sur l'ensemble du conflit, plus de 85 000 exemplaires seront usinés, assemblés, poinçonnés et expédiés. Aucune autre nation engagée dans la Première Guerre mondiale, ni l'Empire allemand, ni l'Empire britannique, ni même les États-Unis qui entreront bientôt en guerre, ne parvient à déployer une arme semi-automatique réglementaire à une telle échelle. Dans une France meurtrie qui voulait désespérément croire à sa souveraineté industrielle et à la supériorité de son ingénierie, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État en guerre à définir un besoin tactique urgent, à dessiner une solution mécanique complexe, à la produire massivement en coordonnant le public et le privé, à la distribuer sur le front, puis à en assumer les conséquences. Sur le terrain, la distribution obéit à une doctrine stricte édictée par le grand quartier général. Le RSC 1917 n'est pas destiné à remplacer le fusil Lebel ou le Berthier dans les mains de chaque fantassin. Il s'agit d'un multiplicateur de force très spécifique. Au sein des compagnies d'infanterie, l'arme est confiée à des soldats triés sur le volet, désignés comme tireurs d'élite, qui sont souvent des chefs de demi-section ou des hommes reconnus pour leur adresse au tir. Les dotations réglementaires prévoient 16 fusils automatiques par compagnie. Ces hommes reçoivent une formation accélérée à l'arrière, apprenant à maîtriser le rythme de cette nouvelle machine, à gérer son recul et à comprendre son cycle de fonctionnement de base. Lorsque l'offensive est lancée, l'impact initial de cette puissance de feu surprend l'ennemi. Lors des premiers accrochages dans les secteurs les moins boueux, le RSC 1917 démontre exactement ce pourquoi la commission d'expérience de Versailles l'avait validé. Un tireur français équipé du modèle 1917 peut engager une cible, ajuster son tir et déclencher 5 coups successifs avec une rapidité foudroyante, sans jamais avoir à désépauler son arme pour actionner manuellement un verrou. Face à des nids de mitrailleuses allemandes ou lors de la progression de section à section, cette capacité à saturer une zone restreinte avec des tirs précis offre un avantage tactique indéniable. L'arme impose le respect. Les officiers rédigent des rapports enthousiastes soulignant la cadence de tir impressionnante et le choc psychologique infligé aux troupes adverses. Habitués au rythme binaire et prévisible, des fusils à répétition manuelle de type Mauser, Gewehr 98. L'État français savoure alors une victoire totale. L'innovation de Ribeyrolles, Sutter et Chauchat, validée par le ministère de l'Armement dirigé par Albert Thomas, prouve que la République peut encore innover sous les obus. Les poinçons de contrôle des manufactures d'État, frappés sur l'acier de ces dizaines de milliers de fusils, sont le symbole éclatant d'un système qui a tenu sa promesse logistique. Le RSC 1917 est au sommet de son prestige institutionnel. L'arme a conquis les ingénieurs, persuadé les commissions, convaincu les généraux et prouvé sa valeur balistique lors des premiers feux. L'arme avait trouvé sa place et prouvé sa théorie balistique. Mais le système qui devait la soutenir au quotidien s'apprêtait à affronter un tribunal beaucoup moins clément que les polygones d'essai, la réalité impitoyable de la ligne de front. Au cœur des assauts meurtriers du printemps et de l'été 1917, le contraste entre l'environnement et l'outil est saisissant. Le fantassin français, plongé dans la boue crayeuse de l'Aisne et soumis à des pilonnages d'artillerie d'une violence inouïe, tient entre ses mains un véritable chef-d'œuvre de l'industrie mécanique d'avant-garde. Dans les secteurs où l'arme est employée par des troupes bien entraînées et dans des conditions où elle peut être maintenue relativement propre,
Le RSC modèle 1917 transforme radicalement la dynamique du combat d'infanterie. La doctrine militaire française, secouée par l'échec sanglant de l'offensive Nivelle, est en pleine mutation. Lorsque le général Pétain prend le commandement en chef de l'armée, il impose un principe nouveau. Le feu tue. L'infanterie ne doit plus se lancer dans des charges à la baïonnette suicidaire. Elle doit avancer en s'appuyant sur une puissance de feu écrasante. C'est précisément dans cette nouvelle organisation tactique que le fusil semi-automatique trouve son apogée institutionnel. Au sein du groupe de combat, le fusil mitrailleur Chauchat, conçu par les mêmes ingénieurs, fournit le tir de suppression de zone, tandis que le tireur d'élite équipé du RSC 1917 apporte une précision chirurgicale à cadence rapide. L'avantage mécanique est indéniable. Sur un fusil classique à répétition manuelle comme le Berthier ou le Lebel, chaque tir exige que le soldat brise sa ligne de visée, actionne fermement le verrou pour extraire la douille vide, puis pousse une nouvelle munition dans la chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir. Avec le RSC 1917, l'emprunt de gaz s'occupe de tout. Une fraction des gaz brûlants repousse le mécanisme vers l'arrière, éjecte le laiton fumant et réarme le système en une fraction de seconde grâce à la force du ressort de récupération. Le tireur français peut garder son œil fixé sur la ligne de mire, l'arme solidement calée contre son épaule, et délivrer 5 coups destructeurs avant même que son adversaire n'ait eu le temps de réarmer son propre fusil Mauser. Les rapports remontant au ministère de la Guerre, conservés aujourd'hui dans les archives du service historique de la Défense, témoignent de cet enthousiasme initial. Lors de l'offensive de la Malmaison en octobre 1917, une bataille minutieusement préparée où l'infanterie française démontre une maîtrise tactique éclatante, le RSC 1917 prouve sa redoutable efficacité. Les soldats équipés de cette arme parviennent à nettoyer des tranchées complexes et à neutraliser des contre-attaques avec une rapidité qui sidère l'état-major. L'État français, à travers son réseau de manufactures nationales et d'ateliers parisiens, a gagné son pari. Il a imposé la cadence industrielle à la guerre de position. À la fin de l'année 1917, les cadences de production sont colossales. L'organisation éclatée imaginée par l'État fonctionne à plein régime. Les trains quittent Châtellerault et Tulle, chargés de canons et de crosses de noyer. Les usines automobiles de la région parisienne usinent les boîtiers de culasse jour et nuit. Les inspecteurs de la manufacture d'armes de Saint-Étienne apposent leurs poinçons de contrôle sur des milliers d'exemplaires chaque mois. C'est un triomphe absolu de la standardisation d'urgence. Plus de 85 000 fusils RSC seront finalement produits, un chiffre astronomique pour une technologie balistique qui, 3 ans plus tôt, n'existait qu'à l'état de prototype confidentiel. Mais pour nourrir cette cadence de tir sur le champ de bataille, le fusil s'appuie sur un élément logistique d'une importance capitale, son système d'alimentation. Le RSC 1917 utilise un clip spécifique, une petite lame de tôle incurvée retenant 5 cartouches de 8 mm Lebel, qui doit être insérée intégralement dans le magasin par le dessous de l'arme, après avoir basculé un couvercle pivotant. Ce clip n'est pas un simple accessoire, c'est le cœur du cycle d'alimentation, la pièce indispensable sans laquelle l'arme la plus sophistiquée du monde redevient un lourd bâton d'acier. La nation avait accompli son miracle industriel et l'armée avait trouvé sa puissance de feu de pointe, mais la ligne de front allait exiger de cette horlogerie d'acier un prix que la logistique et la boue ne pouvaient pas payer. La première fissure dans l'édifice triomphal du RSC 1917 n'est pas venue d'une faiblesse de l'acier usiné à Châtellerault, ni d'un défaut du boîtier forgé à Paris. Elle est venue d'un simple morceau de tôle embouti, pesant quelques grammes. Le véritable point de rupture de cette arme révolutionnaire ne se trouvait pas dans son mécanisme à emprunt de gaz, mais dans son système d'alimentation, révélateur d'un paradoxe logistique fatal. Le cahier des charges initial du ministère de la Guerre avait imposé une règle d'or absolue. Le nouveau fusil semi-automatique devait tirer la cartouche standard de 8 mm Lebel. L'objectif institutionnel était d'éviter à tout prix de bouleverser les chaînes d'approvisionnement en munitions. Mais l'ingénierie a ses propres lois. Pour que cette cartouche ancienne, dotée d'un large bourrelet et d'une forme fortement conique, puisse s'empiler et monter fluidement dans la culasse,
la pièce qui verrouille la chambre avant la percussion, les ingénieurs Ribeyrolles, Sutter et Chauchat avaient dû concevoir un clip d'alimentation sur mesure. Ce clip spécifique, une lame métallique retenant 5 cartouches, devait être introduit intégralement par le dessous de l'arme après avoir ouvert un couvercle de protection. Or, sur le même front, dans les mêmes tranchées, l'infanterie française utilisait massivement le fusil Berthier, qui fonctionnait lui aussi avec un clip de 5 cartouches de 8 mm Lebel. Visuellement, les deux clips se ressemblaient. Techniquement, ils n'étaient absolument pas interchangeables. Dans l'urgence absolue d'un assaut ou sous un tir de barrage, cette incompatibilité s'est transformée en cauchemar tactique. Si un tireur d'élite équipé du RSC 1917 épuisait sa dotation de clips spécifiques, il ne pouvait pas emprunter les clips Berthier de ses camarades. Sans son chargeur en tôle dédié, l'arme la plus sophistiquée de l'arsenal français perdait instantanément sa capacité semi-automatique. Le soldat était contraint de charger son fusil manuellement, cartouche par cartouche, transformant une merveille de cadence de tir en une arme encombrante, lente et vulnérable. Le problème n'était pas seulement l'arme, le problème était l'écosystème logistique qui était incapable de la nourrir de manière standardisée au cœur du chaos. À ce piège logistique s'est rapidement ajoutée une force de destruction environnementale impitoyable. C'est ici qu'entre en jeu la force 3 de l'histoire de l'armement français. La pression de guerre, la production d'urgence et la réalité du terrain. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, particulièrement dans les secteurs de l'Aisne et de la Somme, n'étaient pas des polygones d'essai aux herbes tondues. C'étaient des océans de boue liquide, de craie pulvérisée et de crasse. Le système à emprunt de gaz du RSC 1917, ce mécanisme délicat où un infime trou dans le canon dévie les gaz incandescents vers un piston, nécessitait une propreté méticuleuse pour fonctionner. Mais la poudre B, utilisée dans les cartouches françaises de l'époque, générait des résidus importants. Très vite, la suie et la boue s'infiltraient sous le garde-main en bois. L'orifice d'emprunt de gaz s'encrassait. Le piston ralentissait. Le cycle d'éjection et de rechargement commençait à s'enrayer. Pour maintenir cette arme en état de tir, il aurait fallu un temps précieux, des outils spécifiques et un environnement calme. Dans la boue d'une tranchée de première ligne, sous le feu de l'artillerie allemande, le soldat français n'avait ni le temps, ni l'équipement, ni la formation technique approfondie pour démonter et curer ce mécanisme complexe d'horlogerie industrielle. Les manuels d'instruction distribués depuis Paris décrivèrent des procédures d'entretien rigoureuses, mais la réalité de la survie quotidienne rendait ces directives inapplicables. Le contraste devenait saisissant. À l'arrière, les manufactures nationales de Saint-Étienne, MAS, de Châtellerault, Inumac, et de Tulle, MAT, tournaient à un rythme effréné. Des milliers de fusils fraîchement poinçonnés quittaient les usines chaque semaine, symbole de la puissance industrielle de l'État. Mais au front, la perception changeait brutalement. Les rapports envoyés par les officiers de terrain, d'abord dithyrambiques au printemps 1917, commençaient à se teinter de frustration à l'approche de l'hiver. L'arme était jugée trop lourde, trop longue pour le combat au corps à corps dans les boyaux étroits, et surtout, trop capricieuse dès que les conditions météorologiques se dégradaient. L'objet fonctionnait parfaitement sur les plans d'usine, mais le système tactique autour de lui commençait à s'effondrer sous le poids de la réalité climatique. Face à ces retours alarmants, le ministère de la Guerre prit conscience que son pari technologique était en train de se retourner contre ses propres soldats. Les ingénieurs furent sommés de corriger le tir en urgence. Il fallait effacer le défaut majeur de l'incompatibilité logistique, raccourcir l'arme et repenser le système d'ouverture. La machine étatique se remit en mouvement pour accoucher d'une nouvelle version modifiée, censée réparer les erreurs de la précipitation de 1916. Mais l'État finit par entendre la colère des tranchées à un moment charnière. La solution industrielle allait arriver dans un monde qui s'apprêtait déjà à changer d'époque. L'usine avait fini par corriger le tir, mais l'histoire avançait désormais plus vite que les ingénieurs. Face aux rapports accablants remontant des tranchées concernant la fragilité du chargeur spécifique et l'encrassement rapide du système, le ministère de l'Armement et les concepteurs Ribeyrolles, Sutter et Chauchat repensèrent l'arme. Le résultat de cette révision institutionnelle fut le RSC modèle 1918. Ce nouveau fusil était plus court, plus léger, doté d'un mécanisme à emprunt de gaz amélioré pour mieux résister à la boue, et surtout,
Il corrigeait l'erreur logistique originelle. Il était enfin capable d'utiliser les mêmes clips de 5 cartouches que le fusil Berthier. Sur le papier, l'État français venait de concevoir l'arme semi-automatique parfaite pour son infanterie. Mais la force 2 de l'histoire de l'armement français, la doctrine, les délais d'approvisionnement et la lenteur administrative, rattrapa brutalement le programme. La mise en production du modèle 1918 nécessitait de modifier l'outillage dans les ateliers parisiens et dans les manufactures d'État. Ces ajustements industriels prirent des mois. Lorsque les premiers exemplaires de cette version enfin aboutie commencèrent à sortir des chaînes d'assemblage à la fin de l'année 1918, les canons se taisaient sur le front occidental. L'armistice du 11 novembre balaya instantanément l'urgence qui avait donné naissance aux fusils semi-automatiques. Avec la paix, la machine industrielle de guerre s'arrêta net. Les contrats colossaux liant l'État aux sous-traitants privés comme Delaunay-Belleville furent résiliés. Le réseau de production éclaté fut démantelé. L'armée française se retrouva soudainement à la tête d'un arsenal démesuré, comptant des millions de fusils Lebel et Berthier à répétition manuelle, et des dizaines de milliers de RSC 1917, nécessitant des pièces de rechange complexes, des clips spécifiques et un entretien méticuleux. Dans une France victorieuse mais économiquement ruinée, le budget militaire s'effondra. La doctrine militaire, autrefois tournée vers la puissance de feu de l'assaut, se figea dans le conservatisme de la victoire. Maintenir en service actif une flotte de fusils semi-automatiques capricieux apparut très vite aux commissions d'après-guerre, non pas comme une nécessité tactique, mais comme un fardeau financier insurmontable. Cependant, l'empire colonial français exigeait encore des armes. Dans les années 1920, lors de la guerre du Rif au Maroc, l'armée décida de puiser dans ses stocks pour équiper les troupes engagées dans le désert et les montagnes nord-africaines. Des milliers de fusils RSC 1917 furent envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais si l'arme n'avait pas supporté la boue liquide de l'Aisne, elle fut littéralement anéantie par le sable fin et la poussière abrasive du Maroc. L'emprunt de gaz s'enrayait presque immédiatement. Le manque d'armuriers qualifiés dans les postes isolés rendait toute réparation impossible. L'arme, déjà impopulaire à cause de son poids et de sa complexité, devint un danger pour les soldats qui la portaient. C'est alors que l'institution prit une décision qui allait signer l'effacement définitif du modèle 1917, une décision dictée par l'économie de bout de chaîne et la standardisation par le bas. Puisque le système automatique ne fonctionnait plus dans ces conditions et coûtait trop cher à entretenir, l'État ordonna sa neutralisation. Dans les ateliers militaires et les arsenaux coloniaux, les armuriers reçurent l'instruction de mutiler l'invention de Ribeyrolles. Le tube d'emprunt de gaz fut purement et simplement démonté. L'orifice percé dans le canon, la porte par laquelle la pression des gaz actionnait le mécanisme, fut définitivement bouché et soudé. Le ressort de récupération fut retiré. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de fusils RSC 1917 furent rétrogradés. L'arme fut officiellement reclassifiée comme fusil à répétition manuelle. Pour tirer, le soldat colonial devait désormais saisir le lourd levier d'armement solidaire de la culasse et le tirer violemment en arrière après chaque tir, luttant contre la friction d'un mécanisme qui n'avait jamais été conçu pour être manipulé à la main, de manière répétée. Ce n'était plus une évolution, c'était une régression industrielle assumée. La nation qui avait été la première à distribuer un fusil semi-automatique à grande échelle choisissait délibérément de revenir en arrière, écrasée par la réalité de son budget et la rudesse de son terrain. Le paradoxe technologique était total. L'outil d'avant-garde conçu pour briser les lignes allemandes finissait sa carrière comme un fusil à verrou lourd, encombrant et archaïque dans les mains de troupes coloniales oubliées par les budgets parisiens. Le rêve du semi-automatique ne s'est pas éteint sur un champ de bataille sous le feu ennemi. Il s'est éteint dans le silence d'un bureau ministériel, face à une colonne de chiffres qui refusait de payer le prix de l'entretien. L'État ferma les budgets, le mécanisme fut soudé, le tube de gaz fut arraché. L'usine parisienne oublia ses plans. La doctrine fit un bond en arrière. Le miracle de 1917 devint un rebut. L'armée française reprit ses vieux verrous. La fin du RSC modèle 1917 est marquée par une ironie historique cruelle.
La France, qui avait réussi l'exploit industriel inouï de déployer plus de 85 000 fusils semi-automatiques dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, aborda le second conflit mondial en 1939 avec une infanterie majoritairement équipée de fusils à répétition manuelle comme le MAS-36 ou le vieux système Berthier. Le modèle 1917 n'avait pas seulement disparu des râteliers des casernes, il avait disparu de la doctrine militaire française. L'échec logistique du chargeur spécifique et l'encrassement catastrophique dans la boue avaient convaincu les commissions de l'entre-deux-guerres que l'automatisme généralisé était une technologie trop fragile, trop exigeante et surtout trop coûteuse pour le fantassin de base. L'arme n'a pas été vaincue par l'ennemi, elle a été vaincue par l'attrition budgétaire et le retour au conservatisme d'un État épuisé. Sa mort fut scellée dans les sables du Maroc, où les derniers exemplaires furent mutilés, amputés de leur tube des gaz, pour être reconvertis en lourds fusils manuels. Aujourd'hui, l'héritage de ce programme colossal ne survit plus que dans le silence des institutions de préservation et de la mémoire industrielle. Au centre des archives de l'armement de Châtellerault, d'épais dossiers de production, des milliers de plans d'usinage et les rapports d'essais méticuleux de la Commission de Versailles témoignent encore de cet effort titanesque. L'État français conserve la trace de chaque modification, de chaque poinçon et de chaque contrat civil. Les collectionneurs d'armes historiques et les conservateurs de musées étudient ces documents, non pas pour célébrer la létalité d'une machine de guerre, mais pour comprendre et sauvegarder une prouesse d'ingénierie. Dans ce milieu patrimonial très strict, où la détention de pièces historiques est encadrée et relève uniquement de la préservation d'artefacts démilitarisés, le RSC 1917 est considéré comme un jalon fondamental. Retrouver aujourd'hui l'un des clips originaux de 5 cartouches relève du miracle archéologique, prouvant à quel point cet objet vital était éphémère. C'est précisément ici que réside la véritable importance historique du RSC 1917. Il ne fut pas une impasse, il fut un brouillon industriel brutal mais nécessaire. La note de bas de page la plus surprenante de cette histoire ne s'écrit pas en 1917, mais des décennies plus tard, à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Les ingénieurs de la MIAS comprirent, en étudiant l'échec du système RSC, qu'un fusil semi-automatique ne pourrait jamais être fiable s'il restait lourdement handicapé par l'ancienne munition de 8 mm Lebel. Sans les erreurs douloureuses, les culasses bloquées et les chargeurs inadaptés du modèle 1917, la France n'aurait jamais pris la décision radicale de concevoir la cartouche moderne de 7,1 mm. Ce sont les échecs du chemin des dames qui ont posé les fondations techniques d'une arme qui naîtra bien plus tard. Le célèbre fusil MAS 41, une machine qui possédera enfin la fiabilité absolue que le système de Ribeyrolles, Sutter et Chauchat avaient vainement cherché. Le RSC modèle 1917 rappelle une vérité impitoyable de l'histoire de l'armement national, illustrant parfaitement la friction entre les arsenaux d'État, les coûts de production et la doctrine militaire. Avoir techniquement raison sur une table de dessin ne suffit pas. L'innovation mécanique était balistiquement exacte, mais elle était prisonnière d'une logistique du passé et d'un réseau incapable de la soutenir dans la boue. La nation a fabriqué l'arme à un rythme effréné, mais elle n'a pas su fabriquer l'écosystème pour la faire vivre. Une arme réglementaire n'est jamais seulement un assemblage d'acier usiné et de bois de noyer. C'est le reflet direct des finances d'un État, de la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et des compromis mortels qu'il est contraint d'accepter sous la pression absolue du temps. Il reste aujourd'hui quelques témoins muets de cette ambition foudroyée, préservée loin de l'Aisne et des colonies. Derrière une vitrine de verre du musée de l'armée, sous une lumière froide et immobile, un exemplaire du fusil RSC 1917 repose dans le silence. Son tube d'emprunt de gaz est figé pour l'éternité, son lourd boîtier parisien ne reculera plus jamais. Et le poinçon profond de la manufacture d'État, frappé sur l'acier, reste visible. La trace indélébile d'une époque où la France a tenté de forcer les portes de l'avenir avec les munitions du passé. À très bientôt pour la prochaine histoire.